Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine Pluriel, Théophile Dandakou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Des pluies abondantes à Lomé annoncées par la météo de la période d'avril à juin. Quelles précautions pour les habitants, surtout des zones à risque? Nous en parlons dans cette édition. Le festival Togoville Jazz se poursuit il y a une semaine. Il a égayé la population des lacs et c'était lors d'une production en plein air. Dans moins d'une semaine précisément, le Togo va célébrer son accession à la souveraineté internationale. La part des syndicats dans la lutte pour l'indépendance du 27 avril 1960 à suivre. Des combats toujours au quotidien au Soudan. La trêve annoncée hier a été brisée ce matin. Invité de ce journal, Dr Ouro Bele Zulkoufoulou. Il est géographe, enseignant-chercheur. Il explique les précautions à prendre pour faire face aux pluies abondantes annoncées au Togo cette année. Les échos du palais, les sports et la revue de presse en fin de ce journal. Nous sommes en début de la saison des pluies. L'eau qui tombe draine souvent des sachets plastiques et autres objets vers les caniveaux. Ceci empêche l'eau de circuler normalement et d'aller vers les retenues et l'eau va plutôt dans les maisons. Théo Akbonou a recueilli quelques témoignages à Lomé. À Goué catholique ici, c'est vraiment un cas à revoir. Les plastiques sont devenus vraiment un problème. Les gens ramassent les ordures, les plastiques, ils viennent y mettre dans les caniveaux. Les caniveaux sont devenus un lieu de dépotoir. Certaines inondations ici, nous sommes responsables. À chaque fois, nous interpellons ces gens-là, mais ils répètent ces faits. Ça empêche l'eau même de passer. Nous en parlerons davantage en fin de ce journal avec notre invité. Nous allons toujours rester avec cette eau de pluie qui tombe. L'eau de pluie donc crée des désagréments, surtout des maladies diarrhéiques. L'ingénieur en épidémie et maladies diarrhéiques, il s'appelle Ouy Tanté. Il va d'abord nous dire ces maladies diarrhéiques. La diarrhée est définie par au moins 3 émissions de sel molle ou liquide dans une journée. Donc, dans les 24 heures, des selles plus fréquentes que d'habitude. La diarrhée est la deuxième cause de mortalité chez l'enfant de moins de 5 ans et elle est à l'origine de 1,5 million de décès d'enfants par an. Ce qu'il faut également retenir, c'est qu'il y a cliniquement 3 types de diarrhée. Il y a les diarrhées liquides aiguës qui durent plusieurs heures ou jours, dont le choléra fait partie. Nous avons aussi les diarrhées liquides avec émission de sang, également appelées les dysenteries ou les diarrhées Ashigel. Et enfin, nous avons les diarrhées persistantes à partir de 14 jours d'affilée. Et selon le cas, il y a la déshydratation sévère. Donc au moins 2 des signes suivants sont la léthargie ou l'inconscience, les yeux foncés ou enfoncés, l'incapacité ou difficulté à boire, la persistance prolongée du pli cutané. Et quand vous la pliez, vous verrez que plus de 2 secondes après que la poudre devient normale et se relâche. En dehors de ça, il y a la déshydratation modérée. Donc, au moins 2 signes suivants. L'agitation, irritation, les yeux enfoncés, la soif, donc l'envie de boire régulièrement. Et enfin, les diarrhées où il n'y a pas de déshydratation, c'est-à-dire pas de signes suffisants pour classer l'état comme une déshydratation modérée ou sévère. C'était donc l'ingénieur. Il nous parlera davantage de ces maladies diarrhéiques créées par les dépotoirs sauvages. Ce sera dans nos très prochaines éditions. Elle est aujourd'hui menacée par les changements climatiques. Elle, c'est la planète Terre qui est à l'honneur ce 22 avril. Le dernier rapport du GIEC est publié le 20 mars dernier nous le rappelle. Entre 2010 et 2020, les pays très vulnérables ont subi une mortalité de 15 fois plus élevée due aux inondations, aux sécheresses et aux tempêtes que les autres pays.
Que faire pour protéger la planète face au changement climatique? Au Togo, l'accent a été mis sur le reboisement. Cette politique initiée il y a 2 ans par le gouvernement se poursuit. Solim Lemo. Oui, vous l'avez dit, le gouvernement togolais poursuit la mobilisation des acteurs pour l'extension du taux de couverture forestière à 25% à l'horizon 2025 et l'atteinte de son ambition de reboiser 1 milliard d'arbres d'ici 2030. En 2022, le Togo a planté plus de 5 millions d'arbres sur une superficie de plus de 8000 hectares. Ce chiffre marque une hausse notable de 57% par rapport à la campagne 2021 où l'on recensait 3 300 000 plants mis en terre sur une superficie de 4 500 hectares. Cette année, le gouvernement veut mettre en terre 14 millions de plants sur une superficie d'environ 11 000 hectares, dont 2 millions pour la seule journée du 1er juin 2023, a annoncé le 15 mars dernier le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Foli Bazi Katari. Un projet dénommé Rentrée scolaire verte a été également lancé le 30 septembre 2022 à l'école primaire publique de DV dans la commune Zio 1 à Tchévier. Ce projet vise à amener les apprenants du milieu scolaire à contribuer au reboisement et à entretenir les parcelles disponibles au sein de leur établissement. Pour rappel, depuis l'an dernier, le pays récompense les meilleurs reboiseurs. Jeudi prochain, les Togolais seront en fête de l'indépendance. Le chemin menant vers cette indépendance a concerné plusieurs acteurs, parmi eux les syndicats, et créés au départ pour défendre les intérêts des travailleurs. Ces syndicats ont vite pris une allure politique et donné cette allure à leurs revendications vers les années 1950. Voici le fil des événements avec Mathias Begbeni. De 1955 à 1958, les syndicats ont régulièrement déclenché des grèves sur un double front professionnel et politique. Le 13 mars 1958, ils s'immiscèrent ouvertement dans le débat politique. C'est ainsi que l'Union des syndicats du Togo rend publique une motion exigeant entre autres l'inscription de tous les citoyens de 21 ans et plus sur les listes électorales des circonscriptions, l'affichage des listes électorales 3 mois avant le scrutin, la garantie de la liberté de réunion et d'expression, la garantie du caractère secret du vote, la répartition rationnelle et honnête des circonscriptions électorales. Par sa politisation, le syndicalisme togolais a été utilisé comme un instrument des politiques contre la domination coloniale, surtout lors des législatives anticipées d'avril 1958. C'est donc sans surprise qu'après la victoire des nationalistes, Sylvanus Olympio, nommé Premier ministre, a confié le portefeuille du travail à Paulin Akouete, secrétaire général de l'Union des syndicats confédérés du Togo, USCT. Il est à noter que même le comité de l'unité togolaise CUT, à ses origines en 1941, était une association mutée en parti politique plus tard. Parmi les syndicalistes qui ont lutté pour cette indépendance, il y avait donc des artistes et le festival Togoville Jazz se poursuit il y a une semaine. Il a égayé la population des lacs lors d'une production en plein air. Geneviève Pognon y était. L'esplanade du monument de l'amitié germano-togolaise qui a servi de scène pour le spectacle des groupes Harmonie Brass Band et Calais Brass Band. Nous sommes à Togoville dans le cadre de la 9e édition du festival Togoville Jazz. Le spectacle de Calais Brass qui nous a été donné de voir le dimanche 16 avril dans cette localité a été époustouflant. Ils ont revisité le répertoire de plusieurs chansons d'artistes du groupe Toufan, de Jimmy Robo et des chansons populaires togolaises. La particularité de Calais Brass, c'est l'utilisation des instruments à cuivre comme le saxophone, la flûte, la trompette, le trombone et la tumba. Et l'homme contenaire de Calais Brass Band nous explique. Il faut dire à la base, tout le monde était déjà dans des fanfares d'église. Parce qu'au Togo, la seule école musique que nous avons, ce sont les églises. Donc déjà, il y avait cette base-là de pouvoir fonctionner dans des fanfares d'église. Donc du coup, c'est le côté professionnel de la chose qu'on a travaillé. Pour sortir de la musique, il faut rentrer dans le silence. Et dans ce silence-là, il y a beaucoup de mélodies passent. Donc il faut se capter sur la bonne fréquence. En 2 ans sur la scène, Calais Brass Band
est en train de s'imposer comme l'un des groupes le plus prometteur du Togo. Ne doute que vous allez entendre parler d'eux. C'était Geneviève Pognon à Togoville. La page africaine de ce journal, d'abord au Soudan, voilà une semaine que le pays fait face à une guerre entre l'armée gouvernementale dirigée par le général Al-Bouhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR du général Hamiti. 7 jours d'intenses bombardements et de combats dans tout le pays qui ont fait déjà 413 morts et plus de 3500 blessés selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Une 4e trêve a de nouveau été brisée aujourd'hui même. À Khartoum, les habitants ont vécu les fêtes de fin de Ramadan sous les bombes. Au Mali, ensuite, 3 fortes déflagrations ont été entendues très tôt dans la matinée d'aujourd'hui et c'était non loin d'un camp militaire de Sévaré dans le centre du pays. De nombreux habitants ont quitté les lieux. Nous allons nous intéresser à notre invité. Il est dans ce studio. Il s'appelle Ourogbele Zulkouflou, géographe, enseignant-chercheur. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes donc dans ce studio pour parler de ces services météo qui ont annoncé des précipitations abondantes pour le Togo de mois de avril à juin. Et donc, d'abord, monsieur le professeur, que faire, surtout de la part de la population, dès l'annonce de ces pluies abondantes? Merci beaucoup. D'abord, nous disons merci à vous et également aux autorités de Radio Lomé qui nous permettent aujourd'hui de participer à cette sensibilisation de nos concitoyens face au risque d'inondation dans notre pays. Et il faut d'abord rappeler que les inondations font partie de ce que nous appelons les risques climatiques majeurs. Et particulièrement dans la région maritime, les inondations sont les premiers risques qui menacent la population. Donc, face à ce drame, il est important que l'information soit diffusée afin que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour réduire les effets de ces inondations. Donc, nous dirons à ce niveau que, étant citoyens, nous devrions d'abord faire le suivi des informations que la météo et les autres services comme le service qui gère les catastrophes nous envoient chaque temps. L'ANPC. L'ANPC, merci pour le mot. Et l'ANPC, donc nous devons faire le suivi. Et il y a également au niveau de l'ANPC des services déconcentrés jusqu'au niveau cantonal et au niveau villageois qui nous diffusent des informations et qui précisent également les lieux, les zones d'inondation, les zones à risque d'inondation. Donc nous devons être à l'écoute de ces informations et savoir si nous sommes dans une zone à risque d'inondation et prendre les dispositions pour quitter la zone. Et surtout, là, c'est que l'enjeu, il y a certaines populations qui sont déjà installées, il y a d'autres population qui se prépare à s'installer. Donc, il vaut mieux ne pas s'installer dans la zone à risque d'inondation. Et ceux qui sont déjà installés, on continue chaque jour à se préparer à quitter le lieu. Ce n'est pas facile vu la situation économique, mais face aux risques et les dégâts, nous sommes obligés de quitter pour vivre longtemps et mieux vivre. Donc, en suivant les informations que diffuse la météo, depuis un certain nombre d'années, nous avons la chance que la météo nous informe à 2 heures de temps, parfois même dans la matinée, qu'il y aura pluie à 16 heures. Et on nous donne même l'intensité de la pluie, on nous donne les heures approximatives du début de la pluie. Et là, nous savons qu'ils nous avertissent même de prendre nos dispositions. Il y aura orage, il y aura certainement inondation dans les quartiers X, Y. Donc, quand nous avons de ces informations, il vaut mieux prendre nos dispositions. Et de l'autre côté, il y a un fait pour ceux qui sont à voiture. Et nous devrions faire extrêmement attention. Et parfois, quand nous sommes dans une zone ou si nous sommes en circulation et que l'eau devient abondante dans la voie de communication et que nous n'arrivons pas à maîtriser les volants de nos véhicules, il vaut mieux trouver un bon endroit, s'arrêter et puis dégonfler les pneus. Parce que s'il y a l'air dans les pneus, l'eau va emporter les véhicules et nous avec. Oui. Et parfois, quand vous arrivez dans certaines zones de la voie, le véhicule, l'eau vous amène
à un niveau où le ruissellement a été profond et il y a un trou et vous risquez de tomber dans le trou. Bon, excusez-moi, c'est pas vous, mais la personne dans la situation risque de rentrer dans le trou. Tout à fait. J'ai vécu un cas comme ça il y a 3 ans où la dame a fait un accident comme ça, a eu un accident comme ça suite à ces inondations-là. Donc, si elle avait su, elle pouvait s'arrêter, dégonfler les pneus et puis sortir se chercher une cachette et peu. Après la pluie, continuer avec une moto en prenant soin de prendre tout ce qui est dangereux, bon, les ordinateurs, les effets dans la voiture, et puis continuer tranquillement le lendemain, venir reprendre le véhicule. Donc là, le véhicule sera moins endommagé et vous-même, vous êtes en état de santé normal et il n'y a pas de stress également. Mais si vous y subissez, les risques là, c'est qu'il y aura un stress et la route même, vous n'aurez plus envie de revenir par la route, même si c'est elle qui conduit vers votre domicile. Donc, plus, comme on le dit, il faut suivre les informations au quotidien. Nous avons les téléphones, les Android, les WhatsApp où on fait circuler les informations. Mais de l'autre côté, nous aussi, en tant que citoyens, nous avons le devoir de faire en sorte que lorsque les informations sont envoyées en images comme des cartes, de traduire les informations dans nos groupes WhatsApp, les familles, les groupes de prière, les groupes religieux, les groupes de villages, les groupes de clans, de communautés, ainsi de suite. Nous traduisons en notre langue locale ou en notre langue maternelle pour permettre à nos parents, à nos frères et amis qui n'arrivent pas à lire, pour qu'ils aient l'information au bon moment et de façon utile pour prendre les dispositions nécessaires. Donc, pour aller un peu plus de façon générale, ce sont ces quelques informations-là que nous pouvons, ou bien ces quelques conseils que nous pouvons partager entre nous en tant que citoyens pour subir moins les phénomènes d'inondation. Parce que, vous voyez, dans les rapports, si vous lisez un peu, vous allez voir qu'en 2010, par exemple, on a eu plus d'un milliard, plus d'1 milliard 929 millions comme perte économique, avec 3000 maisons inondées, plus de 7000 maisons décoiffées. Donc quand vous avez ces chiffres-là, ça fait froid au dos et ça perturbe le développement du pays, et l'émergence des populations qui sont victimes. Après tout, c'est des maladies, c'est des maisons qui tombent, et particulièrement quand nous prenons la région maritime, surtout dans la zone du Mono, vous allez constater que tout au long de ce cours d'eau-là, par exemple dans Yoto 3, où on a des inondations qui sont très menaçantes, qui font des dégâts. Donc à ce niveau, nous pouvons nous dire que il vaut mieux éviter, parce qu'on connaît ces zones, on a mis des balises, il faut éviter d'exploiter, de mettre des champs dans ces zones-là. Il y aura des périodes où, quand on est en période de sécheresse ou en saison sèche, on peut faire des cultures de contre-saison avec les quelques points d'eau qui existent. Donc on met en valeur pour rendre rentable le sol. Mais en période de forte inondation là, il vaut mieux éviter d'exploiter, parce que vous cultivez, après tous vos efforts, la pluie va venir ramasser tout et vous perdez. Donc il vaut mieux éviter d'exploiter ces zones. Et au niveau des zones urbaines, là, nous allons nous dire d'éviter de jeter les ordures dans les caniveaux. Oui, justement. Surtout les sachets plastiques. Bon, à ce niveau, les sachets plastiques jouent 2 fois négativement pour l'être humain que nous sommes. Avec leur durée de vie qui varie entre 100 et 400 ans, lorsque les sachets plastiques sont dans les caniveaux, vous allez vous rendre compte que ça va boucher, l'eau ne va plus passer. Or, si l'eau ne passe pas, c'est que obligatoirement l'eau va quitter le caniveau réservé pour son écoulement pour entrer dans nos maisons. Ça, c'est sûr. D'abord, il occupe la rue et puis après, il déborde jusqu'à nos maisons. Parce qu'on ne peut pas bloquer l'eau, on ne peut pas refuser l'eau de continuer. Donc, il faut qu'on évite de jeter tout ce qu'il y a comme même les eaux usées de nos maisons avec les boules de pâte, les restes des aliments que nous avons consommés. Ça contribue à boucher et ça dégage des odeurs nauséabondes. Et après tout, c'est des maladies liées à l'eau qui vont encore
émerger dans notre quartier. Maladie diarrhéique dont on a parlé. Exactement, dans notre quartier, dans notre maison, et nous allons également subir. Donc c'est de façon indirecte les effets des inondations. Et de l'autre côté, même si nous jetons ces sachets plastiques dans la nature, lorsque ces sachets s'entassent sur un sol donné, il n'y aura pas également d'infiltration de l'eau. Ce qui voudrait dire que l'eau va aller là où nous, on ne veut pas qu'elle aille. Parce que nous avons refusé qu'elle percole, qu'elle s'infiltre là où il y a de la place pour qu'elle puisse s'infiltrer. Parce que nous allons jeter les déchets dans la nature, la place publique, les dépotoirs. Donc l'eau va venir maintenant chez nous à la maison. Donc c'est des éléments comme ça que, ou bien des comportements que nous devrions éviter. Oui, en zone urbaine. Zone urbaine. Voilà, on a parlé donc des précautions à prendre surtout en zone urbaine, mais également en zone rurale, très souvent, et ce sont des bois qu'on a coupés pour mettre au-dessus des rivières, des fleuves, et là, dans ces moments-là, il y a inquiétude. Oui, effectivement. C'est à ce niveau, nous disons, bon, il faut aussi comprendre qu'il y a des efforts qui se font, même si on n'a pas les résultats que les populations attendent, compte tenu des moyens. Il y a des balises qui sont mises pour informer que si l'eau arrive à tel niveau, ne traversez pas le cours d'eau. Mais ici, si vous savez nager ou si vous êtes habitué, vous pouvez traverser. Et vous-même, quand vous lisez, puisque on a mis des balises, on a mis des panneaux pour informer, danger, bon, tout ça là. Donc, si vous ne savez pas lire, c'est ce que nous disons, c'est à nous qui savons lire, chaque temps que l'information de la météo ou de l'ANPC arrive, qu'elle soit en français ou en une langue donnée, de pouvoir traduire ça en une langue qui puisse permettre à la population de la localité X d'avoir accès à l'information. Et aujourd'hui même, vous pouvez appeler votre parent, votre frère, votre ami, votre cousin, lui dire, mais tiens, je ne sais pas si tu es connecté, mais voici l'information qui est venue de la météo. Et lui aussi, il saura informer les autres en sachant que dans notre zone, il y a tel cours d'eau qui perturbe la circulation lorsqu'il y a pluie, compte tenu de son importance ou de l'importance de la pluviométrie dans notre zone. Et ainsi de suite, ça permet aux populations d'être informées, d'éviter les zones-là qui sont susceptibles d'inondation, que ce soit en termes de traversée de cours d'eau, que ce soit en termes d'utilisation des ponts traditionnels ou des ponts à béton, tout ça là. On connaît quand même aujourd'hui que lorsqu'on a telle quantité d'eau, le pont que nous avons sur cette route-là, aujourd'hui l'information circule. Donc il y a un danger par rapport à ce pont. Donc évitons de traverser, même si c'est à voiture, on attend après la pluie. Bon, parfois, on se dit, ben, je suis pressé, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais quand nous voyons la conséquence entre le retard ou la maladie ou la mort, il vaut mieux accuser le retard pour éviter la maladie, pour éviter la mort. Parce qu'aujourd'hui, si vous tombez malade, vous imaginez combien de personnes vivent à partir de vos efforts. Donc, c'est toute la famille ou toutes les personnes qui dépendent de vous qui sont également malades. Et là, ça va encore perturber davantage. Mais si vous arrivez en retard, le lendemain, vous continuez les activités et puis toute la famille vit. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Bon, vous avez parlé aussi de ces troncs d'arbres-là, même en milieu urbain. Parfois, nous mettons des balises sous forme de sacs avec du sable pour barricader ou pour empêcher l'eau d'aller. Et là également, nous devrions faire extrêmement attention. En les mettant, il faut vraiment trouver un mécanisme pour laisser l'eau passer. Parce que parfois, quand nous mettons ces sacs avec du sable là, et que ça rentre dans la voie d'écoulement normal de l'eau, l'eau est obligée de passer vers notre domicile. C'est très important. Et puis, pensez également à ceux qui passent devant votre maison. C'est vrai que parfois il faut mettre des briques pour que les gens ne viennent pas jusqu'au mur pour vous perturber en sortant de la maison ou en ouvrant votre portail. Mais ça ne doit pas aller au-delà d'une certaine dimension. Pourquoi les gens vont jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50, même c'est dans la rue. Et les passagers à vélo, à moto sont obligés de passer dans la boue.
Et puis ils vont aussi être victimes parfois des glissades, ainsi de suite. Donc il va falloir que dans ces dispositions, on tienne compte de l'autre. Oui. Et ça va permettre de bien circuler, d'éviter que l'eau aille au-delà du canal normal réservé pour son écoulement. Voilà. Alors, monsieur le professeur, nous vous avons occupé beaucoup. Peut-être que vous avez encore un message pour les populations, parce que c'est vrai que les annonces du service météo peuvent donner lieu de panique, mais quand on prend des dispositions bien avant, on peut tout éviter. Oui, bon, on peut croire que ça donne de la panique, mais de l'autre côté, il est bien d'avertir. Il est mieux même d'avertir. Si on te dit que si tu prends telle eau qui est boueuse, vous allez avoir la diarrhée. Donc, vous allez éviter de prendre cette eau. Donc, l'information des services de la météo sont très importantes et nous ne devons pas prendre ça sur le mauvais côté. Nous devrions prendre ça comme un avertissement. Et c'est pour cela que dans tout ce qu'ils envoient comme information d'alerte, ils envoient à la fin les recommandations et les conduites à tenir face à ces risques qui pourraient éventuellement arriver. Donc, nous devrions faire un effort pour respecter. Au cas où nous avons des difficultés, il y a des services de la NPC dans les différents cantons et villages, les chefs cantons, les CDQ, auprès de qui nous pouvons demander l'information. Bon, aujourd'hui, de plus en plus, la communication devient abordable. Donc, nous ne devrions pas faire économie vu les conséquences qui vont nous arriver si on ne fait rien. Donc, ici, c'est le lieu de nous rappeler que ces informations ne sont pas là pour nous effrayer, mais elles sont là pour nous alerter afin que nous prenions les dispositions. Et nous devrions respecter les dispositions. Surtout les cultures dans les zones inondables. Non. L'occupation comme les habitations dans les zones inondables. Non. Mais à court terme et dans l'immédiat, quand il y a risque d'inondation dans notre zone, il vaut mieux savoir à quelle heure rentrer à la maison, comment sortir de sa maison, qu'est-ce que je dois prendre sur moi au cas où il y a inondation en rentrant, qu'est-ce que je dois faire, faut-il forcément m'entêter à continuer dans la voie qui pourrait inonder avec mon engin de déplacement et pour que qui risque de m'entraîner dans un accident. Donc, on prend toutes ces précautions parce que l'information est donnée et dans la tenue, dans le moyen de déplacement, la voie d'accès au domicile, tout ça là, on prend les dispositions pour éviter le pire. Merci beaucoup, monsieur l'enseignant-chercheur. C'est donc Dr Urogbele Zoul Koufoulou. Il est géographe, enseignant-chercheur. Et il nous a donc entretenu sur les précautions à prendre pour éviter tout désagrément, surtout que l'annonce des services météo parle des pluies abondantes pour ces mois de avril, mai et juin. Merci pour avoir accepté faire le déplacement de Radio Lomé. Merci à vous de nous avoir permis d'échanger entre nous, citoyens, pour accompagner les efforts de tous ceux qui luttent pour le bien-être des Togolais. Voilà, l'étape suivante, ce sont les échos du palais. Affaire de complicité, de traite de personnes. Une mère donne sa fille en mariage à des étrangers sans connaître leur famille ni leur lieu de résidence. Malheureusement pour elle, elle ne reverra plus jamais son enfant. Celle-ci est tombée dans les mains des trafiquants d'êtres humains. Le récit des faits avec Elena Sabi. Le nommé Gountier est un cultivateur demeurant et domicilié à Banyama, une localité située dans la préfecture de Thone. Au cours de l'année 2017, il a reçu et hébergé certains individus de nationalité burkinabé qui étaient venus vendre du poisson à des clients dans la ville de Dapaon. Durant leur séjour, l'un des étrangers a fait la connaissance de la nommée Menjouem, qui se trouve être la nièce de son hôte. Il a fait savoir à celui-ci que la jeune fille lui plaisait et qu'il désirait la prendre en mariage. Gountier a alors informé Dame Fati, la mère de la jeune fille, des intentions de son hôte burkinabé sur cette dernière, laquelle a fini par suivre ces étrangers à leur départ.
N'ayant plus de nouvelles de sa fille après plusieurs mois, Dame Fati fit convoquer Gountier à la brigade de la gendarmerie nationale de Korbongou pour explication. Mais, afin de ne pas répondre à la convocation, Gountier a pris la fuite en direction de Lomé et n'est revenu que 2 ans plus tard. Il a été rapidement appréhendé à son retour et interrogé. Il a expliqué que c'est avec l'accord de la mère de la victime que celle-ci était partie avec les Burkinabés, en précisant que c'est la mère elle-même qui l'a donné en mariage à l'étranger. Accusé de complicité de traite de personnes, Gountier est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. À samedi prochain. Les sports, et nous allons parler des quarts de finale allés de la Ligue africaine des champions de football. Ces quarts de finale ont été joués hier pour certains. Il s'agit du match JS Kabylie d'Algérie et Espérance de Tunisie. Et alors, en déplacement, Espérance s'est imposée sur la marque de 1-0. L'avenir de JS Kabylie est en jeu puisque ce club est avant-dernier dans son championnat et donc on ne sait pas s'il pourra se maintenir en première division pour pouvoir jouer cette Ligue africaine des champions la saison prochaine. L'autre match a opposé WAC Wydad Athletic Club du Maroc à Simba SC de la Tanzanie. Al Ali d'Égypte joue contre Raja de Casablanca. Ce sont des matchs au programme. Et puis, Belouizdad sera face à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Sans transition, on passe à la revue de presse. L'affaire d'échange de cargaisons de poissons avariés au port autonome de Lomé et la fin de FOPAT édition 2023 ont retenu l'attention de Léontine Atogima. Après les savanes, la maritime, les plateaux et la région centrale, les paysans de la région de la Kara se sont aussi réunis autour d'un idéal qui est celui de la transformation structurelle de l'agriculture. C'est le constat de Nouvelle Opinion qui rappelle que ce rendez-vous a été également une occasion pour les producteurs agricoles de la région d'évoquer les atouts et défis et de formuler des propositions à l'endroit du gouvernement. Outre les propositions formulées, les acteurs ont mené des travaux autour des thématiques telles que la carte de fertilité des sols et la promotion des intrants de qualité, la mise en œuvre des arbres, la sécurité alimentaire à travers la transformation sur le sol togolais aussi, le reboisement compensatoire et le maraîchage, ajoute ECHO du pays. À Gazelle Info de revenir sur la vision du chef de l'État rappelée par le ministre en charge de l'agriculture, celle de faire de l'agriculture togolaise une agriculture productive à haute valeur ajoutée, motrice de valeur économique des agriculteurs et de croissance du pays. L'objectif final étant de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle par la production nationale. La sécurité alimentaire, c'est aussi le contrôle de tout ce qui est déversé comme produit au Togo par la douane. Et elle rassure, pas de cargaison de poissons avariés déversés sur le marché togolais. C'est toujours Gazelle Info qui relate la sortie de la douane togolaise suite à la publication sur des réseaux sociaux des vidéos et audios indiquant que des conteneurs de poissons avariés seraient déchargés au port autonome de Lomé. Focus Info précise, en se référant aux déclarations du directeur des opérations douanières du port autonome de Lomé, que les faits dans la vidéo ne se sont pas déroulés au Togo, car si c'était le cas, les médias auraient été informés et cela aurait été su par les populations. Les opérations au port autonome de Lomé respectent des normes. Le propriétaire d'une marchandise ne peut enlever sa marchandise que lorsque toutes les formalités et les autorisations préalables sont obtenues, rappelle le bimensuel. C'est d'ailleurs l'un des atouts de ce port en eau profonde de 16,6 mètres, renchérit l'Union pour la Patrie. Le bi-hebdomadaire poursuit en indiquant son chiffre d'affaires cumulé à fin 2022. Il s'agit de 39 milliards de francs CFA, soit une hausse de 10 milliards de francs CFA réalisée en l'espace de 5 ans. Toutefois, elle est dans la quête permanente de la qualité de service afin d'offrir de meilleures conditions de traitement des navires et des marchandises, rajoute
le journal. L'Union pour la patrie, encore, la parution révèle qu'en 2022, l'Afrique de l'Ouest a connu des pluies dévastatrices créant des situations catastrophiques et entraînant plusieurs dégâts sur des vies humaines et des biens. Ainsi, selon toujours la parution des représentants des États membres de la CEDEAO réunis cette semaine à Lomé ont planché sur les stratégies post-inondation. Vivement que ces stratégies soient vite appliquées puisque les dernières pluies diluviennes à Lomé ont fait des dégâts énormes, souligne le changement. L'hebdomadaire pointe du doigt les bassins de rétention d'eau. D'où sa question, sur quels critères confie-t-on au juste le marché de construction de ces bassins? Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. C'est donc fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dans nos très prochaines éditions. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg